Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 6e numéro des Bat Talk, notre podcast consacré au débat autour de l'univers de Batman. Et aujourd'hui, un Bat Talk un petit peu spécial puisque ce sera une sorte d'hommage que nous allons tirer au réalisateur, Joel Schumacher, qui nous a malheureusement quitté le 22 juin 2020, donc il y a de ça à peine un peu plus d'un mois lorsqu'on enregistre ce podcast. Et pour lui rendre hommage, on va parler de ces deux travaux qui nous intéressent chez Batman Legend, son film Batman Forever et son film Batman et Robin. Et pour m'accompagner, il y a du monde, puisque il y a pas mal de membres de la team qui est avec moi, notamment Aliénor Drake. Bonjour à tous. Salut Aliénor, mais aussi Peli, Salut. ainsi que Siegfried. Bonjour à tous. Et puis Bruno. Bonsoir. Alias Andrézy. Alors, je sais jamais si je dois dire Andrézy, Bruno, mais bon, vous l'avez bien compris, c'est la même personne. C'est notre Bruno national. Ça se dit Tu es connu nationalement maintenant, Bruno. Quelle renommée. Je vais rougir. Du coup, on va entamer notre Bat Talk par un énorme film sorti le 19 juillet 1995 d'une durée de 2 heures et 2 minutes, réalisé par Joel Schumacher avec la présence au casting de Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey ou encore Nicole Kidman. Et je vais passer la parole à Aliénor Drake. Aliénor Drake, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur ce Batman Forever? Ouais, je sais, c'est lourd fardeau que d'entamer ce Bat Talk avec Batman Ouais. Forever. Ça aurait pu être pire, on aurait pu entamer par Batman et Robin, mais on va attendre de se chauffer un petit peu. Ouais. Alors moi j'ai largement préféré effectivement Batman Forever à Batman et Robin que je n'ai pas pu voir en entier du coup. Ah, et t'as pas réussi à aller jusqu'au bout de Batman et Robin, Non, quoi. non, Coupe non. avant, c'est insoutenable. Ouais. Enfin Coupez-moi non, ça, en c'est fait pas c'est que je me possible. suis emmerdée. C'est que je me suis ennuyée et je me suis dit bon ça sert à rien de perdre son temps. J'aime pas perdre mon temps. Donc voilà. Bref, donc Batman Bref. Forever, donc moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça en fait j'ai trouvé que ça mêlait un petit peu de sérieux. En fait, ça ressemblait beaucoup à la série de 66 dans le genre. Et j'adore la série de 1966 à 68 parce que c'est du burlesque. C'est burlesque parce que ça mélange sérieux et pas sérieux du tout, avec des dialogues complètement débiles. Oui, Et alors, justement, je pense que là, il faut, je me permets de t'interrompre juste pour citer un petit peu. On démarre le film Batman Forever. ouais. Je pense que Penny va être d'accord avec moi parce que j'ai vu que tu avais tweeté ça, Oh mon Dieu. ou t'avais Oui. mis sur Instagram, je sais plus. Mais on démarre le film, je veux dire, la première phrase annonce le film. Elle est C'est-à-dire que excellente. la première réplique, c'est Batman qui part dans sa Batmobile et puis il y a Alfred qui lui dit, mais monsieur, vous n'avez pas pris de quoi manger sur la route, vous n'avez pas pris votre repas, et Batman lui répond, je m'arrêterai au resto-route. Enfin, ben déjà, je veux dire, Ouais. première réplique, ça te place le film, quoi. Alors là, Mais j'ai c'est voulu génial, éteindre le justement. film direct. Mais Il y en a beaucoup justement, en comme fait, ça. ça place le degré dans lequel il faut le prendre, en fait. Et s'il avait recommencé autrement, eh bien, on aurait été déçus parce qu'on aurait pris ce film pour un film sérieux. Or il ne l'est pas. Donc, voilà, donc ça Tu crois annonce la vraiment couleur. que Schumacher prend vraiment le film très à la légère, plus que... Pas très à la légère, il prend... En fait, il veut faire un mix entre les deux. Et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Alors, il y en a qui n'aiment pas le mélange des deux. Mais c'est bien Mhm. réussi. C'est un peu comme l'acteur de la série de 66, qui prend son rôle très au sérieux, Adam West. alors qu'il est complètement... Voilà, j'avais plus son nom. Alors qu'il est, alors qu'il est burlesque. Donc voilà, il y a ça déjà que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Val Kilmer joue, enfin les acteurs jouent vraiment très bien. Enfin, moi j'aime bien. Hein. Ils interprètent vraiment. On pourra revenir Le... peut-être point par point Mm, sur les différents personnages principaux, mais c'est vrai que, bon, euh, je sais pas, mais quand on parle des acteurs de ce film-là, bon, Val Kilmer en Batman, c'est pas forcément dégueulasse. Tommy non. Lee Jones, c'est un acteur qu'on apprécie. Jim Carrey, c'est un acteur, moi personnellement, bon, c'est vrai qu'il est très, enfin, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, Jim Carrey, mais Bah oui, il est moi, je l'aime exagéré. beaucoup. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Mm, Nicole Kidman, j'aime beaucoup. Bon, quand tu mm. prends les noms comme ça couchés sur papier, tu te dis, ouais, pourquoi pas, quoi.
Ouais, et puis je trouve ils sont dans l'exagération, même Nicole Kidman, hein, elle est dans l'exagération, et je trouve que ça rend bien dans l'atmosphère du film. Et à propos d'ailleurs de Jim Carrey, en fait, en le revisionnant, je me suis rendu compte que celui qui joue Lex Luthor dans Batman vs Superman s'en est beaucoup inspiré en fait, et en est une pâle copie. Mhm. Je me Ouais, suis bien j'en senti. j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que Jesse Eisenberg, hein, celui qui joue Lex Luthor, Ouais. du coup, dans l'univers de Snyder, le surjoue aussi par moments un petit peu, ouais, comme peut le faire Jim Carrey par à certains Ouais, mais moments, c'est mais pas que surjoué, il limite en fait. Je trouve qu'il limite. Enfin, j'ai trouvé une impressionnante ressemblance, même physique en fait, entre les deux. Ils ont la même coupe de cheveux au début, et en fait, enfin pour moi, il limite quoi. Donc voilà. ok. Ce qui montre finalement que ça a eu une postérité Ouais, bien ou mal, je parce sais que pas si on peut, ouais, je sais pas, faudrait poser la question à l'acteur éventuellement, mais c'est vrai que après Jesse Eisenberg, dans d'autres films, il a un petit peu aussi ce, d'accord. ce rôle-là, enfin ce caractère-là, donc je sais pas si c'est vraiment une imitation ou si c'est lui-même qui est assez proche au final, un petit peu de ce personnage-là, un petit peu exacerbé comme ça. Bruno, tu en penses quoi toi de ce Batman Forever? Ben, Toi, le grand fan, faut le dire, des films de Tim Burton, extrêmement fan alors, des films de Tim Burton. Alors, j'imagine que très la fan transition des était films de dure. Tim Burton, mais oserais-je rappeler que quand ces films sont sortis, je suis allé les voir au cinéma parce que j'étais déjà un jeune adulte. Mais Franchement, bravo Bruno, bravo. ouais, merci. Franchement, Mais bravo. Attends, le nous, on est passage allé de voir Justice League et Suicide Squad, donc tu sais. Enfin bref, chaque ouais, génération. c'est ça, ouais. Mais il faut replacer le film dans un contexte assez particulier, puisqu'on est au milieu des années 90. Et quand le film est sorti, et quand on a su que Schumacher était aux commandes et que c'est Burton qui avait passé le relais, euh, on a un peu pensé que c'était un peu la même stratégie que la saga d'Alien. La saga d'Alien, où finalement, chaque réalisateur apporte sa propre vision de l'histoire, sa propre vision de l'univers, et que c'est peut-être sur cette voie-là que s'engageait Studio Warner, après la vision de Burton, avoir la vision de Schumacher, un peu comme après la vision de Scott de Alien, on a eu celle de Cameron, de Fincher, et un peu plus tard celle de Jean-Pierre Jeunet. Et le problème, c'est que il y a une telle transformation de l'univers que pour moi, la mayonnaise a pas pris de suite. C'est-à-dire que le saut de Ça foi fait un pour peu passer tourner au de vinaigre Burton. même. Ouais, mais c'est pas un film qui est bourré de défauts en fait, parce que finalement les acteurs sont bons. Val Kilmer, il est pas mal du tout en Batman et en Bruce Wayne. Peut-être même Après plus moi, convaincant en Bruce Wayne qu'en Batman, je sais pas, mais. oui, c'est clair, parce que je sais pas, il a une C'est le espèce même de avis. côté un peu dandy quand même qui trimballe et qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé Tommy Lee Jones en double face. J'ai moins accroché sur le personnage de Jim Carrey en homme mystère parce que je sais pas, je trouve qu'il poussait trop poussait vraiment le bouchon trop un peu loin. Et puis sa gestuelle était un peu exagérée aussi, je trouvais. Mais bon, ça c'était des choix. Voilà, j'ai pas un grand souvenir de Nicole Kidman, il faut reconnaître. Bon, j'avais pas non plus un grand souvenir de Kim Basinger, hein, non plus. Mais bon, ça c'est. Mais du coup, je trouvais que c'était pas encore assez tranché comme changement de vision. Et finalement, Batman Forever, je trouve qu'il navigue un peu encore entre deux eaux. Il n'est pas Ouais, encore il y a complètement même quelques BD références et, encore au film de Burton par et moment. ouais, voilà. Il n'arrive pas à se défaire complètement de la patte de Burton pour assumer la vision qu'il voulait avoir du film. Et il faut comprendre, Schumacher, parce qu'on va parler de Batman et Robin, Schumacher, c'est pas forcément un gars qui fait des films pour la déconnade. Hein. Quand on regarde sa filmographie à l'époque, il a fait Chute libre, il a fait des films très sérieux, très sombres. Hein. Ouais, mais c'est pas Donc forcément un habitué du blockbuster par contre.
C'est clair, c'est clair. C'est plutôt un adepte du film d'auteur, même en science-fiction ou en film entre guillemets plus social. Et c'était pas forcément un mauvais choix à la base, hein, mais l'alchimie, elle a pas vraiment pris, je trouve. Et au final, ce film, il est bancal, je trouve. Il est bancal. Il navigue entre ce que sera Batman et Robin et ce qu'ont été les deux films de Burton. Ok, Siegfried, plutôt quel avis pour toi? Alors déjà, on peut rappeler pourquoi Schumacher est arrivé sur ce projet et pourquoi Burton a été débarqué. Il faut, Ouais, vas-y. Batman Returns n'avait pas bien fonctionné commercialement. On parle d'un budget d'à peu près 80 millions pour un box-office de 280 millions, c'est pas mal, mais c'était très décevant par rapport au premier film qui était un des meilleurs box-office de tous les temps à l'époque de sa sortie. Et Burton est fatigué, commence à être capricieux. Michael Keaton apparemment demande beaucoup trop d'argent. Enfin, ça devient vraiment ingérable comme situation. En plus, bon, Burton, avec tout son esprit un peu de grand artiste, refuse de faire des concessions au merchandising, alors que la Warner se dit que ça serait quand même l'occasion de vendre un peu plus de jouets. Donc ils se disent qu'il faut recruter un réalisateur qui sera bankable, un yes man, pas trop habitué au blockbuster donc qu'on pourra diriger, mais qui pourra quand même porter une vision assez personnelle pour que ça soit pas inintéressant. C'est marrant, hein, comme ça rappelle quand même des affaires un peu plus récentes. Mais du coup, effectivement, le problème du budget merchandising, parce que c'est vrai que bon, il faut avouer que le merchandising des films Batman Forever, Batman Robin ont super bien marché. Enfin, surtout Batman Forever. Moi, je me rappelle, il y avait plein de jouets qui sont sortis. Moi, du coup, j'étais gosse à ce moment-là. J'avais la Batmobile, j'avais le Batplane, la moto, les figurines, t'avais les trucs, je sais plus, c'était McDo ou je sais plus où, enfin t'avais des jouets Batman, ça a super bien fonctionné, alors qu'à la différence des films de Burton, il y avait beaucoup moins ça. C'est-à-dire ça s'adressait un peu moins aux enfants. En fait. C'est difficile d'amener ton enfant, il y avait même eu une polémique à un moment donné avec le Avec pingouin. McDo, oui. Et voilà, avec McDo, avec le pingouin qui justement est en train de baver du sang noir et tu allais prendre ton Happy Meal avec ton Coca, tu vois, qui est noir. Enfin, c'était pas ouf, quoi. En termes de merchandising, ça marchait pas hyper bien. Mais, du coup, là, ça a fait un carton auprès des enfants. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la démarche n'est pas qu'opportuniste, parce qu'il recrute quand même Joel Schumacher qui, mine de rien, enfin, généralement, quand on parle de Yes Man aujourd'hui, on prend un type qui a fait 2 films indés et on le balance sur un blockbuster à 200 millions et du coup, il n'a plus aucune vision d'auteur. Là, on prend quand même un réalisateur qui réalise des films depuis 20 ans, qui en a réalisé une quinzaine depuis 20 ans, ce qui est quand même énorme, qui a une vraie vision forte, qui affirme son homosexualité, comme l'a dit Bruno, qui a quand même, qui aborde plusieurs thèmes autorisants. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est prêt à apporter une certaine personnalité au truc, donc il va essayer peut-être de naviguer entre deux eaux, en tout cas d'apporter quelque chose qui sera plus cohérent que Burton, puisqu'il faut quand même rappeler, ça c'est très important, que on a beaucoup reproché à Burton de ne pas être fidèle à Batman. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup oublier aujourd'hui parce que Schumacher est tellement décrié qu'on idolâtre les Batman de Burton. Mais chez Burton, on a quand même Batman, bon déjà qui est complètement au second plan. C'est vraiment les vilains qui intéressent Burton et pas du tout Batman. La psychologie de Batman, on s'en fiche. L'évolution de personnage de Batman, on s'en fiche complètement. On a un Batman qui tue sans aucun souci. On a un Batman qui est hyper rigide dans le... Très peu, très peu. Ouais, ouais. On a tous en tête la scène emblématique où il allume Batmobile. où il allume des bâtons de dynamite autour d'un vilain et le lance Ah dans oui. les égouts en souriant quand il explose. Enfin, en plus, sans compter le fait que les parents de Batman sont tués par le Joker, ce qui est anti-canonique au possible. Il combat en plus super mal. Enfin, il porte Michael Keaton porte un costume qui est extrêmement rigide et qui l'empêche complètement de bouger. Bref, on a un Batman qui Tu vois, j'ai regardé justement, tu parles du costume, j'ai regardé ce détail-là sur le costume de Val Kilmer et George Clooney. Donc dans ces deux films-là, eh ben ils ont le même problème. Ils ont toujours t'as l'impression qu'ils ont un torticolis à chaque fois qu'ils veulent se tourner. oui, Ils ont toujours le même souci de rigidité au niveau du cou, quoi. pour le coup, oui. Mais par contre, ils ont fait attention à porter des armures beaucoup plus caoutchouteuses pour qu'ils puissent justement bouger. Et ça, on le remarque dans le film où Batman est hyper athlétique. Et là, pour le coup, c'est vraiment un festival. Les combats sont un peu surcotés, mais quand même plutôt bien filmés. Enfin, le chef-op, c'est quand même celui qui a fait ça vieillit quand même, hein. c'est comme celui qui a fait les armes fatales. Bah, évidemment, c'est vieilli, mais enfin, dans l'esprit des années Ah, moi, 90. j'ai Ouais, bien ouais. aimé les combats. C'est dans l'esprit, ouais. Avec la musique instrumentale qui renforce vraiment ça, les combats sont surcotés, mais ça marche quand même vraiment bien. Et en tout cas, on sent vraiment une volonté
de rendre Batman athlétique. Batman saute partout, il fait des grands mouvements de cape, il donne des coups dans tous les sens, et ça c'est un truc qui était complètement absent des films de Burton. Donc là on a un Batman athlétique, on a un Batman dont on rappelle à quel point il est traumatisé, enfin il y a même des scènes où Val Kilmer tout à coup parle à Chase Meridian et il a des flashbacks de ses parents assassinés et il commence pratiquement à pleurer, à se prendre la tête, enfin c'est un truc qu'on n'avait pas du tout. Il est soucieux de préserver sa double identité, il est tenté par l'amour sans savoir le concilier avec sa mission, il est athlétique, enfin il y a vraiment une volonté de penser Batman et de mettre Batman au centre du film, y compris la psychologie de Batman, les origines de Batman et ce qui fait l'essence de Batman. Ouais, Tout en sur ayant Batman Forever, c'est vrai que l'aspect psychologique de Batman est bien traité justement avec le personnage de Chase Meridian, oui, qui est une psy en plus, enfin qui est psychologue. Ouais. ça ajoute beaucoup. Donc il y a quand même une volonté de respecter Batman beaucoup plus que ce qu'avait pu faire Burton, et par cette fois quelqu'un qui lit des comics, parce que Burton, il a fallu attendre plein d'interviews pour qu'il finisse par avouer qu'il a lu Killing Joke et The Dark Knight Returns, mais on n'a jamais su si c'était vrai, parce que il était tout à fait incapable de les citer, de citer la moindre ressemblance avec les films, alors que Schumacher n'hésite pas à citer directement les comics dans ses films. Donc là au moins on a affaire à quelqu'un qui connaît son matériau et qui essaie d'en faire quelque chose, qui tient beaucoup de la série 66, et ça il le revendique sans aucun problème, avec cette volonté de faire un décalage humoristique avec un Batman qui est plutôt sérieux, même s'il balance des traits d'esprit, et des super vilains qui eux sont complètement burlesques, et du coup une rencontre entre les deux qui est assez détonnante. Et pour trouver une tonalité En plus, ouais. ça ressemble à, alors je sais plus si ça a été publié avant, je crois, ouais. Mais en fait, l'intrigue que propose le Riddler, en fait, ça existe dans un comics. C'est dans je suis en train de le lire en fait. C'est dans le Fils prodigue. D'accord. Prodige. Je me rappelle plus de ça, le fils prodige, ouais, je me rappelle plus de ce, il y a le Sphinx là-dedans? Non, c'est pas le Sphinx, c'est le Joker. Non, c'est Double Face. Double Face. Et qui propose, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il propose à Batman, un dilemme entre sauver, je crois que je sais plus. Je crois que c'est sauver Robin et sauver un juge. Et c'est pareil. Ah oui, tu parles de la scène finale, là. La scène finale, ouais. Mm-hmm. Ouais, un des deux qui doit être tué en allant dans un trou. Ouais. Bon, on le retrouve même plusieurs fois, ce twist final où il doit sauver, il doit faire le choix entre les deux. On le retrouve plusieurs fois. Effectivement, il y a un coup avec Double Face, et il y a même d'autres coups, je sais plus si c'est avec le Joker ou autre, mais on le retrouve plusieurs fois, même dans la série animée, je crois. Y compris dans le Dark Knight de Nolan d'ailleurs, l'hésitation entre Maggie Gyllenhaal et c'est pas dans Double la Face. même salle du coup, mais du coup il peut pas sauver les deux. Mais par contre, si je me souviens bien, le fils prodigue, c'est un arc du milieu des années 90, c'est-à-dire qu'il est contemporain de Batman Forever, donc pas sûr qu'il y ait une inspiration. Pour moi, il me semble que c'est contemporain. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est contemporain. Ça a dû sortir un petit peu avant parce que c'est avant Knightfall. Donc Knightfall date de 94, quelque chose comme ça. Donc ça doit être dans les années 92, 93. Fils prodigue, novembre 94. Ouais, voilà. Donc c'est sorti juste avant, donc je sais pas trop. Ouais. Non, c'est trop tôt. En 95, c'est peut-être. Forever, c'est juin 95, donc le scénario était bouclé au moins au moment où est sorti Fils prodigue. Juste, ouais. Ok. Enfin voilà, donc personnellement, le public à l'époque avait vraiment apprécié le fait qu'on revienne qu'on se réintéresse enfin à Batman. Bah, le film a bien marché, puisque c'est parce que le film a eu un bon succès qu'il y a eu la suite qui a été mise en chantier. De toute façon, le but de la Warner, c'était vraiment de lancer une grande saga, et donc attendez de voir si Schumacher pourrait faire les 25 prochains films si ça continue de marcher. Et effectivement, ils lui ont donné beaucoup plus d'argent parce que ils avaient cette idée qu'en intégrant beaucoup plus de stars dans leur casting, ça ferait vendre davantage. Et effectivement, ça a plutôt bien marché. C'est aussi pour ça qu'il va prolonger en allant encore plus loin cette politique dans Batman et Robin, mais ça peut-être un peu trop loin, mais on reviendra dessus. Enfin voilà, il y a cette tension. Il y a cette tension sur laquelle je serais moins sévère que Bruno entre effectivement faire quelque chose d'un peu personnel, respecter les comics, respecter la série de 66, respecter ce qu'est l'essence de Batman, et en même temps faire quelque chose d'un petit peu léger, d'un peu plus enfantin, même si c'est quand même très sombre pour un film enfantin. Je suis pas sûr que je le recommanderais à un enfant, d'autant qu'il y a pas mal de moments comiques qui sont inspirés de la série de 66, enfin qui sont des allusions, des clins d'œil à la série de 66 que ne comprendraient pas forcément les enfants des années 90. C'est quand même assez sombre, assez violent. Je suis pas sûr que ça soit
ça soit très convaincant, et ça avait été reproché d'ailleurs Ouais, à... je pense ça- que c'est toujours plus convaincant que le Batman de Burton. Après, c'est le problème, il est là aussi, c'est-à-dire qu'on sort d'une période où on avait un Batman qui était ultra kitsch avec la série des années 60. On l'a plus à l'écran pendant 30 ans, et puis il revient, ou 25 ans, il revient avec le Batman de Burton. Donc la transition, elle est un peu sévère. Et puis tu t'habitues à un univers ultra sombre, ultra gothique de Burton, etc. Et puis d'un coup, la transition, elle est un peu costaud aussi dans l'autre sens où on revient sur du Batman un peu kitsch. Et peut-être que justement dans un monde cinématographique qui tendait à aller vers le plus sombre à ce moment-là aussi, avec des films avec des budgets ou des moyens qui sont peut-être un peu plus importants par rapport aux années précédentes qui permettait aux différents réalisateurs de faire des choses un peu plus intéressantes et au final tu te retrouves avec quelque chose, t'as l'impression que ça rétropédale dans un certain sens, même s'ils essaient d'avancer, mais tu vois, c'est un peu cette contradiction qui est un peu difficile aussi à comprendre, quoi. Je sais pas si c'est une contradiction. En tout cas, le public n'a pas été au rendez-vous pour Batman Returns. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé avec le DCU. Ouais, C'est que à force d'un public qui dit oh mon Dieu, Superman est trop sombre, oh mon Dieu, Batman il est trop dark, ouais, on a marre de ça. Bah du coup, on a fini Suicide Squad, on le refait complètement en ajoutant des blagues. On vire Snyder sur la Justice League pour le remettre plein de blagues. Après, le public dit oh mon Dieu, il y a trop de blagues, c'est trop drôle. On veut du sombre. Bon bah il y a un moment où si le public n'adoube pas ce qui est sombre, il est normal que les producteurs aillent vers quelque chose d'un peu plus léger. Et il faut porter le poids de cette responsabilité-là. En c'est l'occurrence, sûr. si le public n'avait pas boudé Batman Returns et n'avait pas adoubé Batman Forever, on n'aurait pas eu Batman et Robin. Effectivement, on peut voir ça comme ça aussi. Peli, qu'est-ce que tu as pensé de ce Batman Forever? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, toi tu t'en es pas Oh mon remis. Dieu. Tu l'as revu là cette semaine, tu t'en es pas remis. Ouais, bah, après, comme, non, mais Ouais, comme dit bon, ça Siegfried, va, c'est vrai que, un petit prix de non, cuite derrière. bah, non, mais le film, au final, effectivement, il y a un succès qui est, effectivement, pour l'époque, assez consistant, parce que quand même, c'est un film qui démarre avec un budget de 100 millions de dollars, et derrière, qui se retrouve avec un total de recettes de un peu moins de 340 millions. Donc c'est quand même assez phénoménal, hein, À ça prouve l'époque, c'était bien. Ouais. voilà, C'est vrai pour que si tu l'époque, convoques oui, voilà, pour faut aujourd'hui, remettre c'est dans le compliqué, contexte. mais c'est pareil. Voilà, dans le contexte, il reste quasiment une bonne vingtaine de semaines au box-office. Enfin bon, voilà, ça cartonne. Effectivement, la Warner, de toute façon, il ne voulait plus de Tim Burton, bah non seulement à cause de la comment dire, de la campagne de McDonald's aussi qui a été annulé et comme quoi le film Batman The Return avait été jugé trop sombre, trop voilà. Donc il voulait vraiment contrebalancer et avoir un scénariste qui lui fasse un peu plus d'humour et un peu plus porté sur les combats. Donc là on voit bien effectivement l'hommage à la série de 66. Rien que dans le costume de double face, de toute façon, voilà, l'hommage à la série de 66, tu te le prends en pleine face. Il y a pas de souci. Enfin, dans pratiquement tous les costumes. Je veux dire, Voilà. le Riddler aussi, il est d'un vert pétant. Je crois que tu peux Donc, régler la couleur de ta télé avec. Enfin, c'est assez. c'est ça, ouais, voilà, je peux te dire que j'en ai pris plein les yeux, là. On passe du multicolore et tout. Alors, la seule chose qui est dommage, c'est que dans certains décors, on a encore ce côté Tim Burton. Il a gardé ce petit côté Tim Burton. La ville dans de certains Gotham est bien décors. représentée avec La beaucoup ville de de Gotham, gargouilles, voilà, une c'est ça. ambiance assez gothique, ouais. Et ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré, à la limite, si t'as envie de faire un hommage au Batman de 66, fais-le jusqu'au bout. Voilà, balance-le jusqu'au bout et vire tout ce qu'a fait Burton et voilà, si Mais vraiment. non, il pouvait pas. C'est Sinon, ce il qu'il va aurait faire. Hein. fait 66. Bah, au final, c'est ce qu'il fait après dans Batman et Robin. C'est ça, c'est C'est exactement ça ça. le truc. C'est ça que je le Mais à reproche moins justement, bien. c'est que là, à ce moment-là, on aurait Pas mieux tout fait. à fait. On y reviendra pour Batman et Robin, mais Ah. c'est quand même pas tout à fait. Justement, il essaie de reprendre quelques éléments qui ont fonctionné à la série 66 et les acclimater quand même à l'époque, de les moderniser et de reprendre l'héritage burtonien tout en Ouais, essayant de plaire au public. Il y a quand même une volonté d'être dark. Et justement, Aliénard parlait de la première scène tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien dans la première scène, c'est que au début, on n'a pas tout de suite la réplique d'Alfred. Au début, on a Batman qui prend ses différents gadgets dans ce qui est une espèce de salon BDSM. Il met sa tenue en cuir, il prend ses gadgets, il monte dans Batmobile. On a un superbe c'est ça. thème hyper sombre d'Eliot Goldenthal qui ressemble presque au thème de Danny Elfman. Il y a la petite blague d'Alfred sur le sandwich et Batman qui dit qu'il va le prendre en drive. Et ensuite, il y a de nouveau le thème à fond avec Batman Oh, qui le part dans sa... restaurant, s'il te plaît. Le drive, c'est un peu Restaurant, trop. oui. Désolé, c'est drive en VO. On fait ce qu'on veut en français, mais c'est drive en VO. Alors après,
Si on pense à Bobby, il y a de nouveau la musique magnifique. Donc il y a quand même, dès la première minute, cette volonté de concilier quelque chose d'extrêmement classe, d'extrêmement sombre, avec des petites blagues. Donc c'est pas non plus que de la série de 66, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus épique derrière, qui est mêlé à ça. Exactement. Et puis après, maintenant qu'on a eu on a eu une décennie de films Marvel qui a utilisé l'humour parfois à outrance dans ces films. Voilà, c'est vrai qu'en le revisionnant hier, je l'avais pas revisionné depuis des années, et c'est vrai que quand on compare par rapport aux films Marvel qui sont sortis en termes d'humour un peu lourd ou autre, effectivement, oui, bon, il y a certaines touches d'humour. Moi, je me suis bien fendu la poire quand il y a Nicole Kidman qui lui dit ah, je suis attiré par vous, et qui dit ah, ça c'est la voiture, elles en sont toutes folles. Voilà, là, ce petit truc-là fait, voilà, ça a fait mouche chez moi. Ah ouais. Après, voilà, énorme. il y a certains Ça passerait petits trucs plus qui aujourd'hui. voilà, ça passerait, voilà ça. Alors après, en composite, oui, il y a certaines petites scènes effectivement qui sont pas mal. Après, moi, je m'attarde surtout sur par exemple, au niveau du casting, Val Kilmer en Bruce Wayne et en Batman, c'est nickel. Pour Justement, moi, tiens, franchement, on va parler du casting, mais on va démarrer avec Val Kilmer. Val Je Kilmer, pense pour qu'on moi, est plutôt nickel. positif sur Val Kilmer, ça a été C'est plutôt c'est convaincant. pour Val. Voilà, ouais, pour Val Kilmer, c'est plutôt convaincant, il y a pas de souci. Il fait à l'époque, puis maintenant suffisamment athlétique, bien une carrure, un côté un peu sombre, voilà. Il y a pas de problème. Après, j'enchaîne sur les autres parce que personnellement, après le reste, pour moi, ça a été un peu, j'ai été pas mal déçu. Chris O'Donnell pour Robin, c'est qu'est-ce que fout Robin là-dedans? Franchement, il arrive comme un cheveu sur la soupe. On le sent une à des bonne kilomètres que question. c'est. Voilà, on le sent à des kilomètres que c'est parce que Burton n'a pas voulu me mettre de Robin dans Batman Returns, et que là, Schumacher, pour se démarquer, tiens, je vais mettre un Robin. Mais clairement, il arrive comme un cheveu sur la soupe dans le scénario. Il est insolent au possible, on a envie de le foutre des baffes pendant tout le film. Ah Ouais, non, mais il veut Mais la ça, moto. c'est exactement ce qu'on se disait à l'époque avec les potes de fac quand on est allé voir le Ah film. On ouais. disait, putain, mais tu as vu comment Robin il parle à Batman? Sérieux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, t'as envie de lui foutre une tarte, t'as dit, écoute-le, c'est lui le boss. Et encore, il y a encore pire ah, dans Batman et Robin pour le coup. voilà, Ouais. et encore, Et voilà. en ça plus, sert ils sont rien, deux parce qu'il y a que dans Batgirl après. voilà. Ouais, oui, mais Parce que Batman et Robin, tu mets une surdose encore ah oui, d'insolence. là, clairement. On a l'acteur qui fait Alfred, Michael Goons, oui, je sais pas comment ça se prononce. Bon, bah, Lui, j'aime bien, impeccable, moi, ça. Alfred. Voilà, hein, c'est le Alfred, c'est voilà, c'est le Alfred. De toute façon, je crois que c'est dans les deux premiers C'est aussi, hein. Il est là aussi. Dans Hein. les quatre, c'est Il le joue même. les Dans les 4, quatre, hein, on est lui, il d'accord. a Hein, fait ouais. les 4 films. Ouais. Je crois que c'est le seul avec Gordon Alors, qui garde son rôle pendant les 4 films. Exactement. Sauf C'est que ça. Gordon, on l'oublie pareil. complètement, C'est alors les que lui, il a deux. un rôle important. Ah, bah, Gordon passe complètement, Oui, on complètement, devient oui. transparent. Fait, voilà, Mais l'acteur est le même. alors après, par contre, c'est la débandade totale. On a Tommy Lee Jones pour moi dans le rôle de double face. Il est foireux au possible, mais c'est Alors, Tommy Lee horrible. Jones, Le je jeu crois qu'on lui a d'acteur pas est tellement expliqué que mauvais. on lui a pas expliqué, Tommy Lee Jones, que Double Face c'était pas le Joker. C'était pas le même Mais c'est ça, personnage. c'est un espèce de. Alors après, alors personnellement, je suis pas un fan de la série de 66. Je suis d'accord pour dire que c'est une série qui a façonné le mythe, qui de nos jours est très connu, et voilà, ça devient une petite Madeleine de Proust pour certains. Mais pour moi personnellement, c'est juste trop kitsch. Et là, franchement, je sais pas, sur certaines de ses réactions, on a envie de lui dire non là, Tommy Lee, t'en fais un peu trop là. Calme-toi. Voilà, à la Je pense base, qu'il a le voulu se double face. démarquer de Jim Carrey. Bah, Ouais, au justement, final, ça a il fait un été peu pareil, presque. Bah oui, c'est justement, ça. ça a été l'un des conflits pendant le tournage, parce qu'apparemment Tommy Lee Jones voulait piquer vraiment la vedette à Jim Ouais. Carrey, et il y a eu Mais les deux se énormément supportaient d'embrouilles. pas, hein, Par sur le contre, tournage. voilà, les deux se supportaient pas. Il y a eu aussi des embrouilles entre Schumacher et Val Kilmer aussi. Enfin bref, il y a eu Bonne ambiance, énormément, voilà, la superbe ambiance. On a Jim Carrey, bon bah, Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, j'ai Jim envie de Carrey, je dire. pense que Jim C'est Carrey, ça, c'était le pas choquant. Sphinx ou Ace Ventura, c'était le même personnage, quoi. Je Après, dirais qu'à la c'est limite, voilà, ça, moi Jim Carrey, c'est plus le masque que tu retrouves. c'est ça. Jim Carrey pour moi c'est le Johnny Depp des années 90, c'est-à-dire bah il a eu un rôle et boum, maintenant dans tous ses rôles tu vois le même rôle. C'est Ouais. Johnny Depp, c'est ça, c'est Johnny Depp, c'est Pirates des Caraïbes. Dans tous les rôles qu'il fait, c'est Pirates des Caraïbes. Oh, on est typiquement, dans il a Sleepy qu'un Hollow, acteur, Sans hein. faire film, il est plus varié quand même. Mais Oui, Jim Carrey, ça- on peut être dans le même bah, registre. Jim Carrey pour moi voilà, ça a Disons été qu'il y a des ça. mimiques qui sont très marquées et qu'il réutilise souvent dans ses rôles, donc forcément, Ouais. ça C'était ça, rappelle. voilà.
Et pour le coup, par rapport à ce qui se passe dans le scénario, moi, tu vois, j'aurais plus vu, par exemple, un Jarvis Tech, tu vois, celui qui fait le Chapelier Fou, utiliser ce Ouais. genre de choses. Tu vois, j'aurais plus vu le Chapelier Fou utiliser ça. Là, on voit pas le côté, on a ce côté énigme, mais pas trop. Là, on a plutôt la manipulation du cerveau, Aussi, qui est je plutôt la trouve qu'ils spécialité. ils ont quand même vachement joué sur le fait Ouais, qu'il essaie toujours de trouver des énigmes. Il envoie 4 lettres à Bruce ouais, Wayne mais pour lui pas faire des trop. énigmes. Voilà, je veux dire, par rapport à certains arcs dans les comics où tu vois beaucoup plus d'énigmes ou beaucoup plus de pièges un peu plus techniques. Là, il y en a pas trop. Bon, c'est pas tellement. Mais le pire, je crois que le top du pire que j'ai vu, c'est Nicole Kidman qui, oh là là, elle est hyper sexualisée à Ah fond les balles. ouais, Nicole Kidman, ouais, Excusez-moi de l'expression, je suis désolé pour ce que je vais dire, mais dès que Batman se pointe, elle a le feu au cul, elle a qu'une envie, c'est de s'envoyer en l'air avec lui. bien sûr, Mais c'est c'est ça aussi, limite à mais un ouais. moment, ça en devient Exactement ça. malaisant. Ça en devient Oui. malaisant. À un moment, on se dit, mais dès que Ah tu ouais, vois ouais. Batman, c'est pas possible, t'es à poil en 2 secondes. Et c'est dommage parce que franchement, il y avait beaucoup Calme-toi, plus de Nicole. profondeur à Calme-toi. donner au personnage. C'est vraiment dommage. Et voilà, c'était ma revue des personnages principaux. Ah mais c'est Ce vrai, qui est- et alors que pourtant, comme on disait, c'est quand même des acteurs qui sont reconnus, c'est quand même un Ah bah casting pour l'époque, intéressant, mais quand tu les pour mets l'époque, ensemble dans ce film-là, oui. ça a pas forcément Ah bien... bah, de toute façon, à ce niveau-là, en termes de quand tu fais le ratio de comment les acteurs sont connus et ce qu'ils font dans le film, on peut pas faire pire que Batman et Robin, mais là déjà on est pas mal. Je veux dire, pour l'époque, c'est quand même des acteurs assez connus qui ont déjà quelques films à leur actif. Voilà, le mélange fonctionne mal, mais dans Batman et Robin, c'est encore pire. Ouais. Alors j'aimerais juste quand même soulever un point, c'est que Schumacher ne peut s'empêcher qu'à chaque fois que Batman ou Robin mettent leur costume, faire un gros plan sur les fessiers, quoi. C'est le truc, Toujours sur les tu mains, sens... sur les fessiers, sur un Ouais, peu de tout. tout le temps. C'est dès qu'ils mettent leur costume, allez hop, gros plan sur les fessiers. Il fait pareil avec Batgirl. Enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui met un costume, allez hop, gros plan sur les fessiers. C'est un Mais truc. c'est peut-être le côté lourd un peu de son humour. Ouais. C'est un peu trop Ouais, lourd, quoi. peut-être. Après, je sais pas si c'est une marque une signature de sa part, un peu comme par exemple Snyder, lui, c'est les slow motion, tu vois. Est-ce que, Lui, c'est je les sais pas, fessiers. Voilà, mais tu je vois, sais non, pas. mais j'ai pas vu d'autres films de Schumacher, donc je peux pas savoir si, est-ce que le fait de se zoomer sur des parties du corps à chaque fois, ou, Je sais tu pas. vois ce que je sais pas Non, si c'est une il le fait. spécialité. Non, il le fait pas dans ses autres films. Là, c'est vraiment un Il truc le fait qu'il pas dans a le. Ok, improvisé là. d'accord. Non, mais Et je pense que c'est. D'accord. c'est Vas-y, apparemment vas-y. ça pourrait être lié au fait qu'il soit, enfin, lui, il est gay, il est ouvertement gay, et Ouais. il aurait dit à Clooney que pour lui, Batman et Robin sont gays. Enfin, il y a un sous-texte gay qui est évident dans les comics, et il voulait un peu retransmettre ça à Ah, ben l'écran, voilà. tout Ah, en peut-être. C'est la secte de Vertam. tout en se faisant un peu plaisir, parce que voilà, en tant que gars, il avait envie de mettre un peu, de retransmettre ça un peu à l'écran. Et bon, quelque part, moi, je trouve ça plutôt drôle. C'est plutôt inattendu. Pour une fois, ben, on dit que Nicole Kidman, elle joue aux fesses, mais pour une fois, on a aussi une sexualisation des héros masculins, Ouais. avec en plus Oui, oui. des gros plans sur les tétons du costume, alors que le téton, c'est vraiment un élément du corps complètement tabou. Chez l'homme, on montre beaucoup plus volontiers des seins que des tétons. Enfin, montrer ça sur un costume, c'était quand même assez audacieux. Donc lui, à l'époque, il a dû dire que il s'inspirait des statues grecques et tout ce qu'il Ouais, voulait, c'est C'est ce que exactement j'allais dire, ouais. ce qu'il a dit, ouais. et ce qu'il voulait, c'était respecter l'anatomie naturelle du corps en montrant tous les éléments et en revenant au hiératisme de la stature grecque. Mais enfin, en tant que réalisateur gay et d'après ce qu'il a dit à Clooney, il avait quand même vraiment cette vision d'une homosexualité qu'il est plutôt frais de retrouver dans un film Batman et Robin. Enfin, je trouve ça plutôt amusant. D'autant qu'il y a plusieurs allusions, plusieurs clins d'œil entre des personnages qui quand même sont assez presque attendrissants de ce point de vue-là. Moi, ça m'a fait. Et j'avais complètement oublié qu'on avait la jeune Drew Barrymore dans le film. J'ai complètement zappé. À quel J'ai vu moment ça, ouais. Ah oui, oui, oui. l'une des accompagnatrices de Double Face, celle qui est tout le temps habillée en blanc. Ah oui, 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 putain. Drew Barrymore. Oui, le diable, ouais. Et effectivement. Sugar. Voilà. Sugar, tout à fait, voilà. Sugar, et l'autre, c'est quoi? Spice. Ah oui, C'est et Spice. puis, ouais, c'est ça. Et puis c'est sucre. Sugar et Spice, et puis c'est sucre. Tout à Ouais. fait. Du coup, alors, avant qu'on enchaîne avec le film Batman et Robin, vous avez vu, peut-être passer cette information, c'est qu'il existerait une Schumacher Cut. Oui. Une version longue et longue de 170 minutes, donc ça fait combien? Ça fait presque 3 heures.
Presque, ouais. À 10 minutes près, et beaucoup plus sombre, soi-disant, dans son montage. Ah bah rien que la fameuse scène qui a été supprimée, celle avec la chauve-souris, Ouais, vous pouvez trouver qui a ça été, sur Internet. voilà, Il y a on a une vu, scène avec Val Kilmer, on c'est a une vu énorme les chauve-souris. clichés. Voilà, on a vu les clichés il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un moment où, alors apparemment, il y a un moment où Batman perdrait la mémoire dans le film suite à un coup reçu à la tête par Double Face. Il se promène dans la Batcave un peu en mode où est-ce que je suis, et puis en trouvant un objet, il a un flash avec une énorme chauve-souris géante qui lui fonce dessus, un peu comme on voit dans le film aussi, sauf On que le voit à un celle-là, moment, ouais. Avec Jim voilà, Carrey. sauf que là, à ce moment-là, la chauve-souris est vraiment près de lui et on a vraiment ce face-à-face entre la chauve-souris et l'homme. Il y a eu des photos qui ont été diffusées il y a pas longtemps. Effectivement, ça aurait été stylé Ouais, d'inclure bah, cette ce scène. que Hein, je vais faire, c'est que je vais mettre dans l'article qui accompagnera ce podcast sur le site Batman Legend, je mettrai cette photo, comme ça vous pourrez voir, pour ceux qui sont intéressés, du coup, de voir ce visuel avec Val Kilmer face à cette énorme chauve-souris. On dirait Bruce Wayne face à Man-Bat. Non, mais c'est tout à fait ça. Il y avait ça aussi. Il y avait ce côté-là et on revoit vraiment cette représentation de la fameuse scène à chaque fois de la chauve-souris qui casse la vitre et qui fonce sur Bruce Wayne, Et oui, comme on a vu plusieurs fois dans comme des le disait comics. Siegfried, il y Voilà. a beaucoup de références à l'univers de Batman dans les films de Schumacher, Ah oui, oui, oui. évidemment. C'est- Et donc, Après, si vous voulez la Ça rappelle un Schumacher peu cut, les cases de Batman Year One aussi, hein, oui, d'ailleurs. c'est ça. c'est ça, exactement. Mais après, C'est un peu je le pense même. que je pense que ce volet-là des 4 Batman sortis dans les années 90, je pense que celui-là, il est traité de nanar un peu à tort, quand même. Et Oui, celui-là, disons qu'il, comme il est estampillé il- Schumacher, il va souffrir un petit peu de ah ce bah, qui il va arriver pâtit par la suite clairement avec de, voilà, Batman et Robin. clairement, il D'aut- pâtit de la référence de l'autre. D'autant que Mais les je deux lui super donnerais vilains, pas du tout, je le Totalement qualifierais pas du d'accord. tout comme nanar. Hein. Non, Après, c'est pas un ouais, nanar il du tout. Hein. faut, C'est un film plus ou moins mauvais, mais c'est pas un nanar. Oui, il est plutôt consistant comme film. Il est pas comme Batman et Robin où c'est Ouais. en roue libre total du début jusqu'à la fin. en fait, là, Euh, tu sens la retenue. En fait, dans Batman Forever, il y a un peu de roue libre, mais tu sens quand même la petite retenue du hop, 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 attends, on va pas aller plus loin parce que là, sinon, ça va partir en cacahuète. Alors que dans Batman et Robin, la retenue, mais t'as l'impression que Schumacher a fait, allez, vas-y, lâche-toi, fais ce que tu veux, vas-y, c'est ça, ouais. balance. Même les acteurs sont en mode je m'en balèque. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un peu plus libre. Et, bah, justement, on va peut-être en parler de Batman et Robin juste avant. Je crois qu'il y avait Siegfried qui voulait ouais, dire. bah, Ouais, justement, moi, ce qui m'a toujours bloqué dans Batman Forever, c'est le fait que, malgré tout ce qu'il y a de bien sur Batman, les super-vilains sont beaucoup trop inintéressants. Leur seul objectif, c'est on va tuer Batman. Bon, d'accord, c'est un peu bas du front. Même le Joker qui était de Burton, qui était pas particulièrement travaillé, était plus intéressant que ça. Les deux acteurs sont quand même plutôt en roue libre. Jim Carrey fait plutôt bien du Jim Carrey, mais Tommy Lee Jones, qui est un acteur beaucoup plus sérieux et profond d'habitude, dérape un peu. Enfin, il s'amuse. ouais, là, Avec, je sais pas ce qu'il a trouvé de la coque dans sa loge. Je sais bah, pas, il y a un truc. il cabotine un peu et tout acteur sérieux a parfois des envies de lâcher prise ou de cabotiner, mais bon, clairement, ça ne rehausse pas le film. Et pour moi, c'est vraiment ce qui, pour moi, ça plombe quand même un gros côté du film, c'est qu'après les films de Burton qui accentuaient vraiment le méchant, là, on a des méchants qui sont vraiment oubliables. Pour ne pas dire oubliables au sens où on aimerait les oublier parce qu'aucun des deux n'est vraiment intéressant. Alors ils ont des deux trois petits trucs sympas par-ci par-là. Moi j'aime beaucoup notamment la fin d'Edward Nygma quand il découvre que son plan a échoué et qu'il est complètement démaquillé en pleurs. Enfin c'est une vision vraiment très pathétique et il voit une chauve-souris qui fonce sur lui et devient fou. Enfin c'est là qu'on voit que quand même Schumacher a quelques visions assez sombres et assez intéressantes, mais globalement ces deux personnages sont complètement passés à la trappe et ça ternit vraiment l'ensemble du film, ce qui est dommage parce qu'il avait du potentiel par ailleurs. D'ailleurs, dans cette scène, Nigma est enfermé dans l'asile d'Arkham. Je me demande, c'est pas la première fois qu'on voit l'asile d'Arkham au cinéma. Ils y étaient dans le film de Burton, je suis pas sûr. Ça, c'est une bonne question. Dans les films Burton, on voit de loin l'asile d'Arkham. Enfin, à un moment, Ouais, je crois qu'on le. Ah ouais? Non, il y en a Enfin bref, c'est pas Après, très important. pour les méchants de Batman Forever, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Siegfried. Le double face, de toute façon, il était voulu depuis longtemps parce que je rappelle que normalement Burton devait faire une trilogie Batman et que double face devait être le méchant de ce troisième opus. Et utiliser l'acteur qu'ils avaient utilisé dans Batman Batman Returns.
Je sais plus quel est son nom, celui qui joue dans les Rocky, celui qui fait Apollo Creed, j'oublie à chaque fois son nom. C'est Billy Dee Williams, il me semble, non? Voilà, c'est ça. Celui Non, qui fait ça, ouais. ça c'est Lando Celui qui joue Calrissian. Lando dans Star Wars aussi. Dans Star Voilà, Wars. non, c'est c'est pas ça. lui. Lando Calrissian. C'est pas C'est lui? Carl Weathers. Non, c'est Ah oui, ah bah, Apollo Lyon, Creed, il se Apollo Creed, c'est Ah bah. Carl Weathers. Ah, d'accord, bah je confonds, ouais, parce que les deux acteurs ont une petite ressemblance. Je confonds Ah, les c'est deux ça acteurs. parce qu'ils sont blacks, c'est ça? Mais non, absolument pas. Non, Mais Billy Dee il y Williams, a- il a quand même quelques kilos de moins. effectivement, oui, maintenant que tu me le dis. Mais après, il y avait une véritable envie d'avoir double face dans ce troisième opus de Batman, et sauf qu'à la base, c'était l'épouvantail qui devait être le méchant de Batman Forever, et ça devait être interprété par Jeff Goldblum. Ouais, exactement. Voilà. J'aurais bien aimé voir ça, tiens. J'aime bien. Bon, on moi. le plutôt ressent un peu, intéressant. Nima, il a un peu d'épouvantail, il cherche à faire peur On à ressent. Batman, à la fin il a peur lui-même. Sur la fin, oui. Sur la fin, on ressent le côté, effectivement, ça aurait très bien pu être une Mais bonne fin il a pour... dû être recalé parce qu'il n'y avait pas assez de couleurs. Et puis tout à l'heure, Siegfried parlait comme quoi Batman tuait aussi dans Batman dans Batman Returns et dans le premier Batman aussi. Là, double face, il finit pas à l'hôpital. Hein. Ouais, mais justement, c'est la seule Ouais, exception. mais Et, c'est le seul, ouais. et Batman répétait assez souvent dans le film qu'il ne tue pas, et que ça fait partie de ses principes. C'est presque une manière de tacler les Batman de Burton, de rappeler à ce point qu'il ne veut pas tuer. Donc effectivement, double face à la fin, il meurt. Bon, il le tue indirectement. C'est vrai qu'il Oui, pourrait parce faire que- plus d'efforts pour le Oui, sauver. voilà. Mais Ouais, c'est- il le regarde quand même gentiment tomber. Mais- Ouais, puis il a quand même essayé de pas attraper la pièce, quoi, aussi. Il allume pas une ceinture dynamite autour de son corps, donc c'est pas non plus le même degré de C'est plaisir vrai, sadique. c'est vrai. On est sur un meurtre de catégorie 2 pour Batman. Exactement. Bon, donc ben, sur ce, si vous voulez voir le Schumacher Cut long de 170 minutes, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire via les réseaux sociaux. Qui sait, peut-être qu'un jour on y aura droit. Et nous, on va s'intéresser maintenant au film Batman et Robin, sorti le 9 juillet 1997, durée de 2h05 minutes, réalisé Je vous toujours laisse jouer aux par toilettes. Joel Schumacher, mais cette fois avec un casting encore plus ronflant, avec George Clooney dans le rôle de Batman, Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze, Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy, ou Chris O'Donnell qui reprend son rôle de Robin. Donc on l'a dit, il y a encore Michael Cook dans le rôle d'Alfred, Pat Hingle dans le rôle de Gordon, Alicia Silverstone dans le rôle de Batgirl. Batgirl va faire son apparition au cinéma. C'est marrant parce que du coup, je savais pas qui jouait le rôle de Bane. Faudra qu'on revienne sur le personnage de Bane dans ce film en détail. Mais même l'affiche sur Allociné ne mentionne même pas une photo pour cet acteur qui s'appelle apparemment Jeep Swenson. Jeep Voilà. Swanson. Donc Jeep, désolé, mais en même temps le gars, c'est pas En possible. même quoi. temps, Bane, il a pas laissé un super souvenir. c'est hein. pas possible quoi. La notion de personnage est déjà fortement exagérée. Et quand je regarde, C'est je voyais le personnage de Bane apparaître dans ce film, quand je l'ai revu là cette semaine, je pensais à tous ces gens qui ont critiqué le personnage joué par Tom Hardy dans le Batman de Nolan. Les gens ont osé se plaindre après ça alors qu'on a eu ça au cinéma quoi. Enfin bref. Je pense qu'ils avaient pas vu la prestation du Bane. Exactement. se plaindre. C'est Bane, cassé. C'est pas possible quoi. Bref. Moi qui adore le personnage de Bane, c'est horrible à voir ce. D'ailleurs, j'ai pas tenu 10 minutes, hein, je dois vous l'avouer. Hein. J'ai regardé 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes parce que je me suis arrêté au moment où j'ai vu la bat carte. J'ai arrêté. J'ai dit non, je peux pas. L'apparition de Poison Ivy. Ah ouais, non, là j'ai dit non, je peux pas. Vous avez vu un petit détail sur la batte carte de crédit, il y a écrit Batman Forever, comme un petit clin d'œil sur le C'est film vrai précédent. Exactement. Tu feras attention la prochaine fois que tu verras Batman et Robin. Oula, c'est pas dans la veille. Bon alors, Aliénor, du coup, toi tu l'as pas vu du tout? Ah si, j'ai vu une bonne partie. J'ai dû voir la moitié, je pense. Ouais. Et mais c'était il y a quelques temps. Hein. J'ai pas fait l'épreuve de le re-regarder, mais j'avais vu une bonne partie. Hein. Je sais plus où je m'étais arrêté. Je m'étais arrêté où il y avait le combat dans le froid là, où il faisait à moitié du surf ou je sais pas quoi là. Ouais. Sur la neige, sur la glace. C'est horrible. J'ai les images en tête. Et puis tu sais quoi, vous avez vu, tout le monde a vu le début du film. Ça commence comme le film précédent,
avec une belle petite réplique. C'est à Robin Ouais, qui c'est dit, ça. t'as quand même Batman et Robin qui s'habillent, hop, gros plan sur les fessiers, ils se préparent, ils montent, donc ils vont dans la Batmobile qui se lève, ils vont monter dans les véhicules, et là on apprend que Batman a sa Batmobile et que Robin a sa moto. Mais Robin s'exclame, moi aussi je veux une bagnole, les filles en sont dingues, allez bim, bolos. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, allez, là on est on va dire que l'univers est mis en place, on peut y aller. Là, dès les On 10 parlait tout à premières l'heure de la secondes, psychologie de Batman, Bruce Wayne qui était traité dans Batman Forever. Alors là, hein, vous m'avez compris, plus trop de psychologie dans ce film-là. Je sais pas, t'en as pensé Ah, quoi, il faut- Bruno? C'est c'est un carnage. Écoutez, honnêtement, il manque qu'un truc dans ce film, c'est les bulles de BD quoi qu'il y avait dans la série de 66. Des petits pifs, Ah bam. ouais. Voilà. Ah, ça, ouais, Mais sinon, en fait, j'en ai parlé avec mon fils tout à l'heure et j'ai essayé de lui expliquer que pour moi, Batman et Robin, c'est un peu le Plan 9 from Outer Space de Ed Wood. C'est le nanar par excellence, c'est-à-dire à ce niveau de laisser et les acteurs et la réalisation en roue libre, on arrive à quelque chose qui est quasiment culte, quoi. Parce D'une que il y certaine a, manière. oui, oui, mais c'est pas, c'est de la BD, c'est pas du roman graphique, mais c'est, voilà, Schumacher a fait sa BD. J'espère pour eux qu'ils sont bien marrés sur le tournage parce que En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y ça avait des devrait. néons sur le tournage. Ça. Oui, c'est clair. Je oui. pense que Mais non, mais la c'est ville de Gotham est encore en train de payer le surplus d'électricité de cette période-là. c'est c'est affligeant. En plus, il faut reconnaître un truc, c'est que c'est mal joué, c'est mal monté. La scène où Batman capture Mr. Freeze, elle est hallucinante il se passe rien quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, t'as Batman, enfin Clooney qui saute sur le sur la bagnole de Freeze et puis il étend sa cape et puis image d'après, Freeze est allongé à ses pieds. Oui, Tiens, oui. Ah, oui, tu le vois, montage est horrible. Il manque un truc, effectivement. tu vois, léger quoi. Et puis bon, Freeze il fait quand même 120 kilos quoi, tu vois. Un truc, Oui, non, c'est quand même Schwarzenegger, quoi. c'est ça, mais au final, euh, c'est une blague. Si tu prends le film comme une blague, comme peut l'être un peu la série de 66, ça passe. Ça passe parce que finalement, c'est presque un exercice de style, quoi. Pourquoi ne pas déconner avec Batman? C'est un peu la question que pose le film. Pourquoi on prendrait pas Batman qu'on fasse un film complètement burlesque avec, quoi? Bah, c'est un peu ça, hein, c'est un film. C'est Mais ça? c'est un peu ça. Mais je sais qu'il y a un défenseur de la loi et l'ordre, un défenseur sombre et silencieux, un défenseur du film Batman et Robin. Siegfried, Ouais, alors bizarrement, dis-nous tout. j'ai toujours un peu préféré Batman et Robin à Batman Forever, contrairement à ce qu'on aurait pu supposer vu ce que je disais de positif sur Batman Forever. Mais clairement, il y a des ratés dans Batman et Robin qu'il n'y avait pas dans Batman Forever. Comme le dit Bruno, je suis entièrement Ça, d'accord on est avec lui. d'accord. Les scènes d'action sont complètement foirées, notamment parce que ils ont voulu en faire trop. Ils ont voulu tout chorégraphier, faire des gros effets de mise en scène, mettre des néons partout, mettre enfin, faire des bagarres en patin, en ski, en luge, en ce qu'on veut. Donc, ils ont voulu en faire trop, et du coup, ça paraît immédiatement daté. On voit tout de suite à quel point c'est mal cuté, c'est mal chorégraphié, c'est long, et en fait, on ne fait que bâiller pendant les scènes d'action, c'est assez épouvantable. On Ouais, voit c'est un aussi, peu illisible, même. Tu Les Tout à scènes fait. d'action sont un tu peu tombes à trop... l'époque où C'est tu pour tombes ça à que j'ai l'époque où arrêté. t'avais des films d'action un peu grotesques à la John Woo en plus, hein, donc ils ouais, voulaient mais rajouter des scènes un peu impressionnantes. Hein. justement, c'est cuté, c'est tourné exactement comme les scènes d'action de Batman Forever, sauf que dans Batman Forever, c'était des bagarres au coup de poing à la cape, c'était vraiment physique. Alors que le côté de la même manière, alors que on ne voit plus rien parce qu'il y a 50 personnages qui font 50 méchants qui font du patin à roulette autour du bat tank, bon bah ça devient complètement lisible, c'est complètement raté. Il aurait clairement fallu un autre réalisateur, un autre chef op, un autre monteur pour tourner ça. On voit aussi que clairement
la Warner a dit à Joel Schumacher, bon c'est bien, t'as vendu des jouets, maintenant tu vas nous vendre 10 fois plus de jouets. Et tu vas Oui. parler 10 fois plus aux gamins. Donc tu arrêtes tout ce qui pouvait être un peu sombre, un peu dark, un peu violent, et tu fais des longues scènes d'action. Tout ce qu'on va dire dans le film, on va le surexpliciter 25 fois, alors qu'il y a quand même pas mal de petites ellipses dans Batman Forever. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on nous raconte le background de Double Face par exemple, on le voit sur un petit écran de télévisé pendant 10 secondes, et puis c'est tout. Et c'est comme ça qu'on comprend l'histoire du poison, ou la mort des parents de Dick. C'est quand même relativement rapide. Enfin, on ne prend pas les spectateurs pour des idiots, alors que dans Batman et Robin, on prend les spectateurs pour des idiots. On nous expose tout très longuement, très lourdement, il se passe rien pendant la moitié des scènes, les Oui, scènes alors, d'action on sont t'explique affreuses. même 3 fois la même chose, c'est clair que Voilà, c'est c'est on lourd. Tous on les parle dialogues sont hyper lourds. Hein. le film est fait pour vendre des jouets à des gamins de 6 ans. Clairement. Alors pourquoi est-ce que sur certains aspects, malgré tout, je l'ai préféré à à Batman Forever? Oui, parce que là, du coup, t'es en train de nous rejoindre dans le côté obscur de la force. Clairement. Et bon, on l'a déjà dit, Viens, mais Siegfried, viens. Viens, on a des cookies. c'est ça. On l'a dit, mais Chris O'Donnell joue comme une quiche. Enfin, il était Ah oui. il était un peu Ah passable oui, dans, oui, dans Batman complètement. Forever parce qu'on peut comprendre, bon, qu'ils sont un peu perturbés. Il vient du cirque, tout à coup, il arrive chez un homme riche, il essaie de trouver son indépendance. Pourquoi pas? Mais enfin, là, il joue comme une quiche du début à la fin. C'est une espèce de crise ado permanente, c'est-à-dire qu'il est supposé avoir 25 ans. Enfin, c'est une catastrophe complète du début Ouais, à la c'est fin. dur. Et le fait qu'il y ait l'histoire d'hypnose par Poison Ivy, enfin où ils sont supposés être contrôlés par ces phéromones, ça rend le tout encore plus catastrophique. Enfin, la rivalité entre Batman et Robin pour le fessier de Poison Ivy. Désolé, mais c'est vraiment pire que tout. Mais ce que j'ai vraiment aimé, il y a deux choses que j'ai vraiment aimé dans Batman et Robin et qui avait pas eu dans Batman Forever, c'est qu'il y a de l'âme, enfin, il y a le moment où on transmet de véritables émotions et ce qu'il y avait pas eu tout dans Batman Forever, notamment autour du personnage d'Alfred qui est vraiment vrai. Oui. Ouais. beaucoup plus appuyé. Enfin là on le voit beaucoup plus que dans le précédent film, on le voit malade, on le voit mourant et Oui, vraiment il a failli être précurseur au run de Tom King, finalement. oui Enfin bon, ça, Ah, c'est arrête une de autre parler. Non, histoire. mais ne parle pas spoile des. pas, Non, ne mais c'est spoile encore pas. tout Ne frais spoil là. pas, il y en a qui ont peut-être pas lu, mais ouais. C'est encore Enfin, tout frais, Nico là. Faut pas. Faut pas la merde. enfin, il y a quand même quelque chose d'assez beau et ces scènes sont plutôt réussies quand il est vraiment sur son lit de mort, qu'il prononce des involontés, que toute la bad family Ouais. autour de lui est complètement brisée par cette idée que le vieil homme de la famille va mourir. Enfin, on sent vraiment la famille. Et ça, pour moi, le but de Batman Forever, c'était de recréer Batman que Burton n'avait pas respecté. Le but de Batman et Robin, c'est de cimenter la Bat Family, qui était pas très intéressante dans les films précédents, avec une Bat Family qui à la fin est beaucoup plus forte, plus grande aussi, mais beaucoup plus forte qu'on sent beaucoup plus exister que dans les précédents films. Le deuxième, Ouais, le deuxième, ouais. On n'a bah, pas assez parlé d'Alfred pour Batman Forever, mais c'est le personnage d'Alfred est très réussi, hein. oui, tout à fait, Ok. mais Ah oui, Ouais, mais il est dans tous les plutôt secondaire Batman, hein. comparé au Batman et Robin où il a un rôle plus central, effectivement, par rapport au fait qu'il est malade, il cherche une Mm. succession et en même temps c'est lui qui réunit la Bat Family, en fin de ouais, compte. il cristallise vraiment beaucoup de choses, ouais. Et puis il y a tout ce côté plutôt joli où il dit à sa fille sur son lit de mort, tiens, voilà une enveloppe, donne-la à mon frère pour qu'il devienne Sa le nouvel nièce, Alfred. ouais. Et surtout ne la lis pas. Évidemment, elle le lit et en fait, elle trouve un message d'Alfred qui lui dit, je savais que tu finirais par le lire. Maintenant, deviens et je t'ai même taillé un costume pour que tu deviennes Batgirl. Enfin, Ouais, c'est alors Alfred, lui, Batman ne veut personne, alors Alfred il taille un tailleur à tout le monde, quoi. ouais, mais C'est, justement, au moins on sent vraiment Alfred exister. On sent que c'est pas Batman qui fait ce qu'il veut, mais qu'Alfred n'arrête pas de le pousser à. Enfin, il le dit même clairement à George Clooney à un moment donné. Tu es trop fermé, t'as pas l'esprit de famille. Il faut quand même que tu acceptes, que tu comprennes un peu comment fonctionnent les autres et que tu t'ouvres aux autres. Et il a un rôle plutôt dynamique pour inciter Batman à s'améliorer. Et ça, c'est plutôt joli. Et donc le deuxième truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, enfin, il y a pas mal de choses dans le traitement de Mr. Freeze que j'ai assez aimé, notamment le fait qu'il reprenne Nora Freeze, donc le background qui venait de la série animée. ouais, Parce que ouais, ça fait ça c'est un point fort. Après, donc le personnage de Freeze, il me sort par les yeux parce que le plan de Freeze est il- complètement débile. Capture, essayer de voler des cristaux pour plonger Gotham dans la glace, pour que les élus de Gotham lui donnent de l'argent en rançon, pour qu'il puisse payer le traitement de sa femme. Oh, alors qu'avec les diamants, il pourrait déjà payer le traitement s'il existait. Enfin, et puis en plus, c'est un médecin de génie, donc pourquoi il le fait pas lui-même? Enfin bref, c'est complètement n'importe quoi. Mais il y a ce côté déjà maudit où, suite à un accident, il ne supporte plus la température ambiante, donc il doit vivre dans une armure et dans un environnement de glace, et donc il doit maintenir sa femme dans une espèce de cuve en essayant de lui trouver un traitement, et il y a il y a le même background qui a été réimaginé dans les années 90 par la série animée, mais c'est vrai que euh, après le personnage de Freeze, en fait, le problème qu'il a, c'est tous ces dialogues. Il est pas capable de faire une phrase sans un mauvais jeu de mots sur le froid, quoi. Enfin, ouais, mais ils les ont tous fait, quoi. Tous les jeux de mots possibles et imaginables, ils pourquoi les ont pas? passés, quoi.
Pourquoi pas, bon, moi ça m'a fait plutôt rire, et justement le fait qu'on prenne un méchant plutôt bouffon qui ne fait que dire des one-liners, mais en lui accolant quand même ce background plutôt sérieux, et surtout la fin qui est quand même, enfin, en plus en reprenant le background de Nora Fries, je rappelle que le background de Nora Fries dans la série animée, ça a 5 ans, enfin c'est sorti en gros 5-6 ans avant le film de Schumacher, donc c'était pas canon au point qu'il soit obligé de le reprendre, donc il a vraiment tenu à apporter ça à son personnage de bouffon, et on a quand même la fin très jolie où Batman capture capture Mr. Freeze et lui dit ben écoute, tu m'aides à sauver Alfred et moi je te promets qu'à Arkham je te donnerai tous les moyens que tu peux, je ferai vraiment tout mon possible pour t'aider à sauver Nora. Et on a Schwarzenegger qui pour le coup joue quand même assez bien à la fois une certaine joie, une certaine mélancolie, une certaine tristesse dans un moment qui moi m'a assez ému. Donc c'est des choses qui dans Batman Forever qui était beaucoup plus réussi d'un point de vue technique, il y a pas vraiment d'émotion qui passait. Alors que là, c'est quand même deux petits éléments qui ont fait que quelque chose passait et qui transmettait une certaine âme qui était totalement inattendue de la part d'un film qui est quand même raté sur plein d'aspects et qui montre quand même qu'il y a quand même un réalisateur derrière qui essaie un peu de raconter quelque chose. Alors, on a parlé de Freeze, on a parlé un petit peu d'Alfred. On fait un petit point Uma Thurman ou pas? Ça va dégénérer. Ça part en cacahuète. Ah, parce que Uma Thurman, on l'a vu dans Kill Bill, je veux dire, elle est intéressante. Avec Kill Bill, c'est une actrice géniale. Elle est capable de s'insérer dans un film où il y a pas mal d'action, pas mal de combats. Mais alors là, moi je sais pas. C'est quand même pato, quoi. Ouais. Je pense que le scénario aide pas non plus et pour ce qu'elle y fait dans le film, ça va, il y a pire, mais de toute façon, je pense que aussi le scénario aide pas et la manière dont Joel Schumacher gérait le film non plus. Je pense que à ce niveau-là, on peut pas faire grand-chose, quoi. Ouais, je pense que c'est plus lié on va dire, le travail d'ensemble plutôt que juste le personnage ou juste l'actrice en elle-même, quoi. Moi, je pense que c'est ça, plus ce côté-là. Après, je sais pas ce que les autres en pensent, mais à mon niveau, je dirais que oui, là. C'est la notion de rôle. À quel point un acteur est prêt à s'investir dans un rôle. Je veux dire, Uma Thurman, elle s'est pas investie dans le rôle de Poison Ivy, elle n'a rien à foutre, Uma Thurman, de Poison Ivy. Quand elle a tourné Kill Bill, elle est allée se former aux arts martiaux, enfin, à minima, elle s'est investie dans le rôle. Je veux dire, ça Là, marqué. elle a acheté un rosier, au départ. Ouais, c'est ça, ouais. Waouh. Non, il faut voir, que ce soit Schwarzenegger, ou Thurman, ils vont payer leurs impôts avec le cachet du film, quoi. Bah après, tu sens vraiment que là, dans le casting, de toute manière, c'est les acteurs qui étaient bankable à l'époque. À la base, pour Poison Ivy, ils voulaient Demi Moore, par exemple. Uma Thurman, c'est le second choix. Pareil, à la place de Schwarzenegger, ils voulaient Patrick Stewart. Ah, j'ai cru que t'allais dire Patrick Timsit, mais j'ai dit non, Patrick. Oh, bah, tu sais. Patrick Stewart aurait été intéressant. Ah oui, ça aurait été pas mal. Mais un Schumacher, peut changer Patrick Stewart en Patrick Timsit. Quand tu vois quand tu vois Schwarzenegger, tu te dis pas que ça va donner ce que ça a donné après. Enfin, même si Siegfried a beaucoup aimé, visiblement, mais c'est vrai que moi j'ai eu du mal. Enfin, franchement. Après, peut-être que c'est la VF aussi, je sais pas, mais. Alors, après, je pense qu'il y a la VF aussi. Ouais, il y a un peu de la VF qui joue. C'est vrai que je l'ai regardé en VF là, mais. Moi, je l'ai vu en VO, c'est pareil. Hein. Ah, mais tu penses au niveau des jeux de mots, c'est aussi lourd. Dans mes souvenirs, ouais. Enfin, c'est il y a longtemps, hein. Mais. Parce que la VF quand même, c'est sacrément lourd au niveau des jeux de mots. Et je me suis posé la question si j'allais pas le regarder en VO, parce que j'ai l'impression qu'en VO, les jeux de mots sont beaucoup moins appuyés et c'est beaucoup plus agréable. Ne serait-ce que déjà la voix de George Clooney en VF, ça va pas avec le corps, quoi. Je veux dire, vraiment. C'est horrible. Quand il arrive, la première chose qu'il dit à Freeze, c'est salut Freeze, je suis Batman. Wow. C'est vrai. Mais... après avoir sur la queue du Diplodocus. Oh là là, avec des patins à glace. Captain Obvious, dis donc. Hein. C'est faux. Oh là là. On l'aurait pas deviné. Non, mais voilà, je pense que le fait d'être peut-être pas mal dirigé, mais tout ce qu'il y a autour du film après, ça aide pas forcément les acteurs à jouer correctement. Peut-être, je pense. Alors, faut savoir par contre que Uma Thurman a reçu un prix pour
pour ce rôle. Elle a reçu le Blockbuster Entertainment Awards de 98 pour la meilleure actrice d'un film de science-fiction. T'es sûr que c'était ce D'accord. film? Je suis sûr. Non, attends, mais justement, on va. C'était pas Gattaca? Non, justement, on va continuer sur ça parce que le film a reçu quand même des récompenses. Et pas forcément que des récompenses mauvaises. Parce que donc il y a eu la meilleure actrice d'un film de science-fiction pour Uma Thurman, il y a eu le meilleur second rôle masculin dans un film de science-fiction pour Chris O'Donnell. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû se droguer, c'est ouf. Alors, cette année, c'est soit c'est une super mauvaise année de cinéma. Ah, je ne sais pas. En 90, il y a pas eu Titanic en 98? Ouais, c'est c'est 97. 97. Le prix en 98, mais le film est de 97, Le film alors. est 97. Ah, donc l'année 97 a pas dû être excellente. Hein. C'était pas forcément après, un très bon millésime. Non, mais après, comme je le disais plus tôt, là, tu utilises un film avec ce qui se fait de mieux en termes d'acteurs, bankable. Il y a ça aussi qu'il faut remettre dans le compte. Le film est très mauvais quand tu le regardes. Enfin, nous, on le trouve mauvais quand on le regarde, mais pour l'époque, tu utilises les meilleurs acteurs. Voilà, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en blockbuster. Donc, t'as ça aussi. T'as le Kids Choice Awards de 98 pour la meilleure actrice pour Alicia Silverstone. Alors, ouais. On reviendra c'est les enfants. vite fait sur Batgirl, mais bon, vous avez compris, j'ai pas aimé du tout non plus. Mais... Alicia Silverstone est actrice dans la même phrase. Ok. Pour rassurer quand même les auditeurs, le film a reçu plein de Razzie Awards, a été nominé à pratiquement tous les Razzie Awards, a été nominé au Worst Picture, au Stinker Bad Movie Award, enfin il a quand même... plutôt contradictoire du coup il a pas été adoré à l'époque non plus. Et des vraies récompenses en même temps, quoi. Enfin, des vraies récompenses, c'est pas des gars, c'est pas les Oscars non plus. Voilà, c'est pas des Oscars, voilà. Mais comme quoi le film a été récompensé. Alors après, il a reçu 2 Razzie Awards en 98, effectivement, le pire second rôle féminin pour Alicia Silverstone et le plus mauvais scénario pour Akiva Goldsman. Voilà. Ouais. Le scénario n'était pas de Schumacher. Donc on peut. Ouais. Bon, après il apporte sa plate. Il y a beaucoup de néons. Il y a le plan sur les fessiers. D'ailleurs, il y a 2 choses qu'on retrouve dans les 2 films. Quand il s'habille, plan sur les fessiers, et on finit le film avec une lumière en contre caméra, Bonjour. avec un petit ralenti des acteurs qui courent dans leur costume. Ça, on l'avait eu dans Batman Forever aussi. Ah, ouais, oui. c'est ce que c'est commun aux 2 films. C'est les 2 points essentiels des films Batman de Schumacher. Si tu n'as pas ces 2 points-là, ce n'est plus un Batman de Schumacher. C'est effectivement ça. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est vrai. Hein. Et puis moi, je n'oublierai jamais la scène du gorille, quand même. Le costume de gorille, ça traumatisé mon enfance. C'est incroyable. Ouais. Il y aurait beaucoup à dire, parce que c'est vrai que Batgirl, bon, hein. Et puis pourquoi d'un coup Barbara est la fille de, enfin la fille de la sœur de Alfred, quoi. Enfin. Ça c'est intéressant parce que si je voulais faire un aparté tout à l'heure, mais autant le personnage d'Alfred est intéressant sur les 4 films, et en particulier sur le dernier, autant ils ont complètement merdé Gordon. Sur les 4 films. Le personnage de Gordon est un bouffon. Ils ont mis Gordon comme un bouffon. Donc du coup, ça devient compliqué de mettre Barbara, la fille de Gordon, comme un Batgirl. Oui, c'est vrai. Par rapport à ce que tu dis, Bruno, au final, le personnage de Gordon n'a été sublimé que par rapport à la trilogie Nolan. Hein. Avant ça, oui, t'as le Gordon de la série animée aussi, mais tu as le Gordon de Miller aussi. Si tu sors du cinéma, tu as le Gordon de Miller aussi. Oui, effectivement, oui. Mais si tu restes uniquement dans le cinéma, c'est plutôt c'est Christopher Nolan qui a vraiment que depuis la trilogie de Nolan, effectivement, Gordon est un personnage important vraiment dans chaque adaptation de Batman. Il faut dire que l'acteur qui l'interprète n'est pas n'importe qui. Oui, aussi, effectivement. Non, mais elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison aussi. Le choix de l'acteur a été super pertinent à ce moment-là. Oui, il est toujours pertinent, lui. Ouais, enfin, quand tu regardes Batman et Robin, t'as pas l'impression. Non, tu disais, Bruno? Et oui, quand tu regardes Batman et Robin, t'as pas l'impression que le choix des acteurs, il est pertinent. Hein. Ah non.
Après, sur le Ah, papier, non. tu me dis, il y a eu Matt Thurman, Schwarzenegger, Georges Clooney, tu te dis, bon, pourquoi pas, tu vois. Ouais, ça attire du C'est monde. toujours pareil, voilà, c'est des grands noms quand même, tu Mais vois. ça, Mais bon, c'est pas parce que tu réunis les meilleurs au même endroit que forcément ils feront des choses bien. tout à fait, tout à fait. On le voit D'ailleurs, avec le maintenant, PSG en Ligue des Champions tous les ans. Oh, Mais, purée, ça y est, je savais qu'il allait sortir ça. mais ceci dit, si tu reviens au film actuel, aujourd'hui, quand tu regardes une adaptation de comics ou de films de super-héros, qu'est-ce que tu regardes en premier? Tu regardes pas les acteurs, tu regardes le réalisateur. Et on a tous été rassurés de se dire que c'est Nolan qui allait reprendre Batman parce que on savait que Nolan, c'était quand même un mec qui savait faire des films vraiment intéressants. Après, Et pareil pour Snyder aussi d'ailleurs. Les ouais, gars, j'interromps tout là, moi il faut que ouais, j'y aille. ouais, Ok. Aliénor nous quitte. Ciao Ah, Aliénor. Mais temporairement, Ciao, bien sûr. ciao. Aliénor, temporairement. à plus tard. Salut, Bonne soirée, salut. salut, Au salut. revoir. toi aussi. Le Bat Signal a sonné pour Batgirl qui doit nous quitter. Vraiment. Le bat de dodo, c'est le bat de dodo. Le Bat de dos. Le Bat de dos parce que Bat travaille demain. Mais effectivement, de toute façon, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. On a fait un petit peu le tour de pas mal de points. Et on Et, a oublié un truc. Vas-y. On a oublié Clooney. On a oublié. Ben non, en fait, Oh. c'était mon dernier point parce qu'il y a deux choses que j'aimerais évoquer. C'est la première, c'est que le réalisateur Schumacher en 2017 s'est excusé pour son film Batman et Robin, donc parce que forcément ça fait beaucoup jaser, beaucoup parler depuis des années et des années. Et en 2017, il s'est exclamé, je cite, je veux m'excuser auprès de tous les fans qui ont été déçus parce que je pense que je leur dois bien ça. Tout le monde souhaitait que je fasse une suite, mais je pensais que cela n'était pas nécessaire. Peut-être était-ce une forme d'humilité de ma part. J'ai tourné beaucoup de films différents, la plupart étaient réussis, comme Le Client. Batman Forever était mon premier blockbuster. Je n'ai jamais eu le projet de devenir ce qu'on appelle de manière affreuse un roi du blockbuster, parce que mes autres films étaient beaucoup plus petits, qu'ils avaient eu du succès auprès du public et pas souvent auprès des critiques. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous les avons écrits. Et puis, après Batman et Robin, je me suis senti considéré comme un moins que rien. C'était comme si j'avais assassiné un bébé. Voilà ce qu'a déclaré Schumacher en 2017. Depuis quelques années, Georges Clooney, à chaque fois qu'il en a l'occasion, s'excuse, lui aussi, par rapport à son interprétation du Batman. Alors, il y a une petite phrase, justement, où il dit « Je m'excuse toujours pour Batman et Robin, qui était un désastre, blablabla. » Blablabla. En fait, il a commencé dès la sortie du film enfin, quand il a compris que le vent tournait, que il y a carrément des sites qui avaient été créés, qui étaient apportez-moi la tête de Joel Schumacher. Enfin, c'était vraiment un backlash critique extrêmement violent. Il s'est tout de suite dit, si je veux avoir une carrière dans le cinéma, il faut que je renonce complètement à ce film. Et donc, il fait une tournée d'excuses juste après la sortie du film pour dire, moi, je suis vraiment désolé de vous avoir infligé ça. Ouais, c'est ça. Et en même temps, ouais, ça a marché parce que ça a marché, ouais, c'est que littéralement juste après Batman et Robin, il tourne pour Terrence Malick, ensuite il va tourner pour Edward Cohen, pour Soderbergh, enfin il va vraiment tourner avec de très 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 grands, alors qu'avant ça, à part H, il avait vraiment pas fait grand chose. Bah c'est vrai, c'est vrai. Oh, bah après, on peut pas non plus être parfait partout. Hein. Moi, je lui pardonne. J'ai pardonne, j'ai pardonne. Post-mortem, Bruno, tu voulais dire mais quelque chose je sur pardonne quand même. Clooney, je te sentais inspiré. Ben, c'est l'exemple parfait de l'erreur de casting. Et Sachant autant qu'au départ, c'était Val Kilmer qui était présenté pour reprendre Exactement. son rôle, mais qu'il l'a pas pu parce qu'il était pris sur un autre projet. Ouais, donc- sur le donc 5, je changé. crois. Bah, Il a, il y a oui, eu- c'est ça. il y a eu Enfin, sur- il a prétendu qu'il n'avait pas pu, mais en fait, tout le monde sait que Ouais. c'était une excuse. Parce que on renonce pas c'est à pas Batman embrouillé. pour le sein. Enfin, c'est assez ridicule comme Ouais. idée. Et de la même C'est- façon il que Clooney s'était disait, embrouillé on avec dit pas Schumacher. non, on dit pas non à Batman. Ouais, bien sûr. Mais au final, il aurait dû. Mais c'est vrai que autant le Il casting de aurait dû. Kilmer était, oui, mais le casting de Kilmer était bien, celui de Clooney, il est pas bien parce que Clooney c'est pas Batman, c'est même pas Bruce Wayne, Clooney. Bah, clairement, de toute façon, Clooney, il est pris parce que il est en plein il cartonne avec la série Urgence à ce moment-là, et voilà, clairement, il est l'acteur qui est en train de monter, donc voilà, on le prend. Le choix à l'époque, le choix d'un Bruce Wayne / Batman, c'était un peu comme le choix d'un James Bond maintenant. C'est dès qu'on a le nouveau nom de l'acteur qui fera James Bond, ça y va de sa critique ou autre, et ce qui sera voilà. Sauf que là, pour le coup, George Clooney, il a pas du tout les épaules, il a pas eu les épaules du tout pour le rôle, quoi. Exact.
Après, c'est vrai. est-ce que Val Kilmer aurait vraiment été adapté pour Batman et Robin? Autant il était bien dans Batman Forever, autant dans un film Ah, ça, à ce point bouffon, je suis pas sûr que sa stature et son sérieux auraient vraiment fonctionné. ça malheureusement n'aura jamais la réponse. Il aurait Non. pu, hein. Je pense. Il aurait pu. Ouais, C'est je sais jamais. pas, je sais pas. C'est difficile à dire. Après, de toute façon, on a eu ce qu'on a eu et on n'y reviendra pas dessus. Ce que je vous propose pour terminer, c'est de mettre une petite note sur 5 chacun. On va commencer par Batman Forever et Batman et Robin. Je vais commencer par Bruno. Bruno, c'est quoi tes notes? Mais tu veux leur note quoi? Bah, tu notes, Laisse-toi aller, tu Bruno, notes vas-y. le film comme si tu dois donner une note sur Allociné. Ouais. Bon, Allez, allez, lance-toi. je mets 3 à Batman Forever et 1 à Batman et Robin. 3 Batman Forever et 1 à Batman et Robin. Ouais. Feli, tu mettrais combien toi? Alors pareil, 3 pour Batman Forever, parce que après une rediffusion, au final, effectivement, il y a pas mal de petites choses Ouais. qui parfois Oui, étaient un il peu est pas boudées si mal que injustement. ça, hein. Il est pas si mauvais Voilà, que ça. il est pas bon. Il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire. Et pour Batman et Robin, franchement, je vais être méga sévère, mais 0,5. Aïe, C'est aïe, aïe, horrible. aïe, 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 aïe. Franchement, j'arrive pas à trouver, et genre, malgré les arguments de Siegfried, c'est vrai que le côté Alfred est super bien apporté dans le film. Certaines scènes sont intéressantes, mais j'ai du mal à apporter quelque chose de bon à ce film. Ok. J'y arrive pas. J'arrive pas. C'est plus fort que toi. Siegfried sera plus généreux. Ah oui. Bah, moi je dirais 3,25 pour le premier et 3 pour le deuxième. 3,25 et 3 pour le deuxième. C'est la meilleure note de Batman et Robin. C'est la meilleure note qu'il a jamais eu. Je crois que ouais, c'est la meilleure haute. Peut-être. Moi, je vais mettre non, après... un petit 2,5 à Batman Forever, parce que oui, il est pas si mal, mais c'est pas non plus l'apogée. Alors 2,5 c'est la moyenne, c'est pas mal. Peut mieux faire sur le second trimestre. Puis je vais mettre allez, je vais mettre un 0, allez, 0,75 Batman et Robin, parce que oui, j'ai pas aimé ni les répliques à tout va de Schwarzenegger, ni George Clooney, ni, enfin, plein de choses, en fait. Ni Batgirl. Alors, ni Bane, on n'a pas parlé trop de Bane, mais je pense qu'on pourrait tenir Tu veux encore une dire heure quoi sur Bane. sur Bane? Tu veux dire quoi sur Bane? Bagarre! Voilà ce que je peux dire. Voilà. Attends, mais s'il te plaît, il y a un mec qu'on croise souvent dans les conventions qui a un cosplay de Bane, c'est mieux fait que que le Bane qu'il y a dans le Oui, c'est film. vrai. Je veux dire, ils auraient très bien pu le prendre, il aurait cartonné. Je veux dire, c'est quand même assez navrant. Alors du coup, je vous annonce qu'on est à une note de 2,94 pour Batman Forever, qui, si l'on compare aux notes de Allociné, se situe bien en dessus, puisque c'est Allociné est à 2,0. Donc on a 0,9 points de plus. Je trouve qu'on est trop généreux. Pour comparer, on est très généreux. Et puis Batman et Robin, on est à 1,31. Alors que on est très très cohérent par contre avec Allociné cette fois, puisque Allociné se situe à 1,4. Voilà. Vous voyez un petit peu, je pense que l'avis général correspond assez globalement à notre avis par rapport à ces films. Hein. Je pense que tout le monde a préféré Batman Forever à Batman et Robin, et ne font pas de ces deux films-là des gros classiques de l'univers de Batman, même s'il y a beaucoup de références. C'est vrai que Siegfried a essayé d'appuyer pas mal sur ça. Il y a pas mal de points qui sont très bien repris dans l'univers de Schumacher. Siegfried, il a tout donné aujourd'hui. Et il a tout donné, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points qui représentent l'univers de Batman qui sont repris, mais malgré tout, l'ambiance générale qui se dégage de ces films n'est pas extraordinaire et bon, on reste globalement déçu. Juste pour terminer, je vais je vais faire un petit top 5 des commentaires de nos fans, parce qu'on a teasé un petit peu le sujet de ce podcast, et puis je vais prendre 5 commentaires un petit peu au hasard, sur Twitter et ça va Facebook. être salé. Ça va être, bon, pas tant que ça, regarde, il y a par exemple Amo sur Twitter, qui nous dit, c'est très simple, ces films n'existent pas.
Voilà. Oui, mais ça, il dit ça clairement parce qu'il n'y a pas Harley Quinn dedans. Voilà, C'est pour ça. je sais. Un mot, je À sais moi, il y qu'il y aurait aurait eu eu Harley Harley Quinn. Quinn dans Batman et Uma Robin, Thurman t'aurais aurait donné la joué meilleure Harley note. Quinn. Oui. Harley Donc, Quinn j'aurais- On qui aurait te... qui aurait dû apparaître dans Batman 5. Hein. Normalement, on aurait dû avoir Nicolas Cage en épouvantail et Courtney Love en Harley Quinn. Ah oui. Oh Bon, là Harley là, Quinn non. Harley Quinn qui aurait été Harley la Quinn, fille ça du aurait Joker. été pas mal. Ah, voilà, là, ça Oh dégénère un oh peu là déjà, là. tu vois. Bah, le Joker, il est Ouais. mort dans le premier Batman, donc on pouvait pas reprendre le Joker. Et avoir Harley Quinn dès que le Joker, ça collait pas. Donc on a décidé de créer un lien de parenté entre les deux. Ouais, non, Ah ouais, ça part mais vraiment en bon, cacahuète. Hein. Il valait ça mieux s'est pas qu'il y pas ait un fait. cinquième. Hein. Ça s'est Mais pas fait. clairement, c'était foireux comme projet. Hein, déjà, Oui, reprendre là, c'est clair. Nicolas Cage en épouvantail, enfin on sent qu'on serait allé encore plus loin dans le délire, c'était pas la peine. Ouais, je pense qu'ils ont bien fait de s'arrêter là. Il y a aussi Robe des Bois qui nous dit sur Twitter des films doudous et psychédéliques qui, malgré la qualité contestable, restent des bons souvenirs de ciné entre potes. Les années 90 étaient folles. Donc on le salue, Oui. Robe, qui était venu nous faire un coucou aussi dans un podcast. Je veux citer aussi Henri Caviste qui nous dit tout y est méga kitsch, l'esthétique, les intrigues, le jeu des acteurs, mais Jim Carrey Enigma et Arnie en Freeze valent le détour pour leurs répliques et leur interprétation des personnages. Je reste mijauré sur le dernier point de Henri Caviste, mais voilà, hein. C'est un détour, quoi. Allez, on va s'en faire encore deux ou trois. Il y a Yes. Farid Smile sur Facebook qui nous dit le problème de ces deux Batman, c'est qu'il a gardé l'esthétique sombre de Tim Burton avec le style des années 60 et ça fait un nanar. Il aurait dû orienter le film sur un univers plus référencé à cette série des années 60. Je pense il aurait mieux trouvé son public. C'est Ah, pas tu faux. vois, c'est ce que je disais Plutôt, tout en ouais. début de podcast. On a vraiment une cassure entre deux. Pour moi, il fallait assumer jusqu'au bout le côté années 60. C'est parti, on y va. Mais c'est même pas si vrai en fait, quand on regarde les comics des années 80, en fait, on prend un comics des années 80, on le transpose au cinéma tel quel, et on a à peu près les films de Schumacher, hein, parce qu'on a quelques blagues, enfin, on a des super vilains qui sont un peu kitsch, enfin ça ressemble quand même plutôt à ça, un comics des années 80, et c'est aussi pour ça que c'est pas très très réussi en fait comme époque en termes de comics. C'est vrai. Même si Et on l'inspire va- des années 60, il reprend quand même assez clairement les comics de son époque. Qu'on oublie forcément un peu aujourd'hui, parce que pour nous les années 80 c'est The Dark Knight Returns, etc. Mais c'était pas que ça, et il reprend quand même ce qui se fait de son temps. C'est ça, c'est ça. Et puis on va finir avec une note de positivité avec Oh Matthew là. Sterling qui nous dit sur Facebook: j'ai une affection pour les Batman de Schumacher car c'est mon enfance et même aujourd'hui je n'arrive pas à les détester. C'est grâce aussi à ces films ainsi que la série animée qu'on a pu avoir tous ces jouets car le merchandising était énorme. Qu'on aime ou pas ces films, on ne peut nier que Schumacher a proposé sa propre vision du personnage et de l'univers, d'autant que l'ambiance, très comics, et Gotham en général, a un véritable cachet avec ses gigantesques statues. Je trouve aussi Ah, dommage c'est de vrai mettre que Batman Forever dans le même panier que Batman et Robin, car tout n'est pas à jeter dans ce film, loin de là, notamment Val Kilmer, qui, pour moi, fait un bon Bruce Wayne, et sous-estimé. Aussi, des troubles du personnage qui sont limite plus exploités que dans les films de Burton, mais je pense qu'on peut dire qu'ils sont plus exploités que dans les films de Burton. Largement. Et il conclut par enfin le film devait être un peu plus sombre à la base, comme le montre cette scène coupée. Il nous met un lien YouTube vers la scène dont on parlait tout La à l'heure, fameuse, avec la fameuse scène coupée avec l'énorme chauve-souris face à Val Kilmer. Après, Donc voilà, pour les commentaires des fans, effectivement, c'est vrai qu'ils nous rejoignent un petit peu. Je pense qu'on a un peu les mêmes avis, même si je sais que certains ont apprécié le personnage de Arnold Schwarzenegger en Freeze, mais bon, on leur pardonnera. balance les noms, balance les noms. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que non, mais effectivement, on se retrouve un petit peu dans ce qu'ils disent. De manière générale, on est à peu près Après, d'accord, moi, et ça conclura bien un petit peu l'ensemble de ce qu'on a dit depuis le début. Moi, je suis assez d'accord avec le dernier commentaire sur le merchandising, quand même, ça a été assez impressionnant. Moi, je me souviens que j'avais la Batmobile de Batman Forever. Elle faisait de la lumière bleue et on s'en servait avec Ça servait pour lire des comics, c'est ça? C'était une lampe? Non, c'était assez impressionnant pour la Batmobile était assez bien foutue et puis, Ah, c'est vrai que c'était puis très voilà, fort ça en faisait une termes de lumière marché. bleue assez sympa, ouais. C'était Ouais. assez cool. C'est clair, c'est clair. Bon, bah sur ce, merci Siegfried, Pelli et Bruno pour votre présence sur ce Bat Talk ce soir.
Avec Merci plaisir. à tous ceux Merci qui à nous vous. ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos avis sur ce podcast et sur les films et le travail de Schumacher. Le regretté Schumacher qui malheureusement nous a quittés cette année. Encore une fois, une pensée à ses proches et à sa famille parce que malgré le fait qu'on aime ou n'aime pas ses films, la personne a disparu et ça reste un drame pour une famille, même s'il était plutôt âgé, hein, mais bon, malgré tout. Je conclus ce podcast en vous souhaitant une excellente soirée, une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Ciao. À bientôt.